Yo tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors attendez, je vais mettre un petit peu de musique chez moi ici. Hop. Salut tout le monde. Bon dimanche, bon week-end. J'espère que vous allez bien. Ciao Deadpool, j'espère que ça va. Ok, top, le son ok. Je vais juste me mettre un petit peu de musique pour moi ici. En espérant que ce soit pas trop fort. Alors, juste un instant, je vais baisser ça. Ouais. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Salut, merci pour les j'aime et tout. Salut tout le monde. Alors, je sais pas si sur Twitch, comment dire, pour l'instant, les gens m'entendent. Salut Christophe. Salut. Bon, ça, on a l'air de bien m'entendre en tout cas sur TikTok. Top. Salut Titouan, salut tout le monde. Alors petit live, hein, je vais l'appeler le Sunday Morning avec Marc. Donc voilà, ce sera un petit peu le téléfoot de la finance. Alors le truc, comment dire, ce matin j'ai choisi de vous parler de... Salut Scro, salut tout le monde, salut Alex. Ouais, donc déjà j'ai plus de facilité avec le logiciel qu'on utilise maintenant, vous allez voir, donc ça va me permettre de vous présenter pas mal de choses. Salut tout le monde, salut TikTok, salut Twitch. Alors, ce matin j'ai choisi de vous parler de l'impact environnemental, que ce soit de la finance traditionnelle ou des crypto-monnaies, et faire le lien un petit peu entre les deux. Alors je pense que c'est un sujet qui va, comment dire, déchaîner les passions, parce que l'environnement, hein, ça nous concerne tous. Et je pense qu'on n'a pas tous les mêmes points de vue sur la question, mais il y a des faits. Donc j'ai cherché à rester factuel, comment dire, dans cette présentation. Et vous allez voir, tant la finance traditionnelle que les crypto-monnaies ont leurs petits mots à dire. Donc pour ceux qui sont sur TikTok ou Twitch et qui ne me connaissent pas encore, donc moi je m'appelle Marc Valentin, je travaille dans la finance traditionnelle en Suisse, donc je suis conseiller financier, et je fais partie maintenant du projet Blockchain Capital, et je suis censé faire le lien entre la finance traditionnelle et les crypto-monnaies, voilà, et parler d'éducation financière, etc., comme le veut le projet Blockchain Capital. Voilà, donc ceci étant, ne perdons plus de temps et c'est parti, je vous présente ça. Du coup, donc pour ceux qui sont sur TikTok, je vous invite vraiment à venir voir sur Twitch parce que vous verrez la présentation et le PDF que je présente et que je vais commencer pour le coup à lire et à présenter maintenant. Donc n'hésitez pas, allez aussi cliquer sur le Discord qui se trouve sur le lien sur la page de Blockchain Capital. Voilà, donc partie 1, on commence, présentation de la finance traditionnelle et de son impact environnemental. Ok ? Bon là je vous mets, ceux qui sont sur TikTok le verront pas, mais l'image d'un bureau si vous voulez avec un arbre en verre derrière symbolisant du coup l'environnement. Alors, la finance traditionnelle et son impact environnemental. Interesting, hein. Salut tout le monde hein, sur Twitch, salut. La finance traditionnelle comprend les banques, les assurances, les fonds d'investissement, etc. Donc là, je vous apprends rien, jusqu'ici tout va bien. Par exemple, mais elle a un impact environnemental important. Voilà. Par exemple, les centres de données qui gèrent les transactions financières consomment beaucoup d'énergie. Les banques, par exemple. D'accord ? En 2018, selon une étude réalisée par l'université de Stanford, ces centres de données ont consommé environ 200 terawattheures, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, terawattheures, d'électricité, soit environ 1% de la consommation mondiale d'électricité. D'accord ? Il faut savoir que la consommation d'électricité de certains pays, tels que l'Espagne ou la Corée du Sud, se situe autour de 250-300 terawattheures par an. Ainsi, 200 terawattheures représenteraient environ les 2/3 de la consommation annuelle d'électricité de l'un de ces pays. Les centrales électriques, et ça c'est important, en particulier celles qui utilisent des sources d'énergie non renouvelables telles que le charbon, d'accord, le gaz naturel ou le nucléaire, peuvent générer une quantité considérable d'électricité. Par exemple, une centrale électrique au charbon de taille moyenne peut produire environ 1 TWh par an. Donc, 200 TWh représenteraient la production annuelle d'électricité de 200 centrales électriques de taille moyenne fonctionnant au charbon. Voilà déjà un premier impact de la finance traditionnelle, d'accord ? Ce n'est ni plus ni moins que 200 centrales électriques de taille moyenne
fonctionnant au charbon. Okay, mais ça n'en est pas fini avec l'impact de la finance traditionnelle. Puisque comme vous le savez, nous avons de la monnaie, nous avons des pièces, autrement dit de la monnaie physique. Encore une fois, ceux qui sont sur TikTok, je vous invite vraiment à basculer sur Twitch pour voir la présentation que je fais par PDF en ce moment même. La production de monnaie physique a également un impact. En 2020, la monnaie des États-Unis a produit plus de 14 milliards de pièces de monnaie. D'accord, 14 milliards. Ce qui nécessite une grande quantité de métal et d'énergie, vous vous en doutez. D'accord ? De plus, le transport de cet argent physique consomme forcément du carburant, bah oui, il faut les transporter, tout cet argent, et produit des émissions de dioxyde de carbone, CO2. Okay, maintenant, je vais vous donner quelques petits chiffres. Une étude de l'université du Vermont estime que la production de monnaie papier utilise 1,25 million de gallons d'eau chaque jour, soit plus de 462 millions par an. 462 millions de gallons d'eau, d'accord, pour produire de la monnaie papier, de la fake money, comme je vous le dis tous les dimanches, ok ? De plus, de nombreuses monnaies papier sont produites en utilisant un mélange de coton et de lin, ce qui nécessite l'utilisation de pesticides et encore plus d'eau. Il est estimé que la déforestation est responsable d'environ 12% de toutes les émissions de gaz à effet de serre. L'impression de monnaie papier contribue donc à ce problème. La production de monnaie, y compris les pièces, nécessite de l'eau, de l'énergie et du carburant. Chacun de ces intrants a son propre coût environnemental. La monnaie en polymère, et je vais vous en parler juste après, la monnaie en polymère s'est avérée produire au moins 30% de moins d'impact environnemental que la monnaie en coton papier. La Banque du Canada a commencé à passer aux billets de banque en polymère en 2011, après avoir évalué l'impact environnemental de la production de billets de papier et de plastique. Alors maintenant, je vais vous montrer ce qu'il en est, justement avec la banque. Alors normalement, si je l'ai bien fait, ouais, vous devriez voir ici ce document. Donc ça, c'est le document officiel émis par la Banque du Canada, en fait. Voilà, au sujet du polymère, les billets, voilà, les nouveaux billets en polymère, Banque du Canada, etc. Donc si jamais, voilà, les Canadiens ont décidé de passer au polymère, voilà. Comme ils le disent, ici vous le voyez, une pellicule lisse et durable. Les billets de banque en polymère sont les nouveaux billets de 5$, 10$, 20$, 50$, 100$. Ok ? Voilà. Les billets en polymère ont une durée de vie au moins 2,5 fois plus longue que celle des billets en papier de coton, ce qui réduira les coûts de traitement et de placement. Donc si jamais je vous laisse, aller jeter un œil sur ce document de la Banque du Canada, je donnerai, si jamais le PDF, je pense c'est ce que je ferai maintenant, je le donnerai à Alex, comme ça vous aurez directement accès à toutes ces informations et je les mettrai dans le Discord, voilà, pour que vous puissiez en bénéficier gratuitement. D'accord ? Salut tout le monde, salut TikTok, salut Twitch, j'espère que tout le monde m'entend bien. On continue maintenant. Alors, l'impact aussi de la finance traditionnelle, il se mesure dans les investissements dans les industries fossiles. Et alors là, attention, accrochez-vous. De nombreuses institutions financières traditionnelles investissent également dans des industries fossiles. Selon un rapport de Rainforest Action Network, entre 2016 et 2020, 60 des plus grandes banques du monde ont investi plus de 3,8 billions de dollars dans des industries fossiles. 3,8 billions de dollars, ok ? Donc ça fait 3000 milliards de dollars. C'est juste énorme, d'accord ? On a du mal à s'imaginer tous ces chiffres. Quelques exemples, voilà, d'investissements dans des industries fossiles faites par la finance traditionnelle. Okay ? Par exemple, les projets de pipelines, Les projets de pipelines, comme le pipeline Dakota Access aux États-Unis, sont souvent financés par de grands investisseurs institutionnels. Ces pipelines transportent du pétrole et du gaz naturel extrait à travers le pays. Le Dakota Access Pipeline a été construit avec un investissement estimé à 3,8 milliards de dollars. Encore une fois, pour des investissements dans des énergies fossiles. Okay ? L'exploitation du charbon, celle que nous connaissons tous. L'exploitation du charbon est une autre industrie fossile majeure, vous savez, qui reçoit des investissements. Par exemple, la banque australienne ANZ, a été critiquée pour avoir financé l'industrie du charbon en Australie. En Australie, ils sont très proches de l'environnement, il faut le savoir.
Au cours des 5 dernières années, l'ANZ a investi 726,8 millions de dollars australiens dans des projets d'exploitation minière de charbon, 650 millions de dollars australiens dans des centrales à charbon et 309 milliards de dollars australiens dans des ports en Australie. J'ai aussi marqué juste en dessous que Adani a acquis la mine de charbon de Carmichael en 2010 et prévoyait de développer le projet avec un investissement de 16,5 milliards de dollars. Donc voilà des exemples, si vous voulez, d'investissement de tout ce qui concerne la finance d'investisseurs traditionnels dans les énergies fossiles. D'accord ? Vous avez aussi ce qu'on appelle la fracturation hydraulique, le fracking. D'accord ? La fracturation hydraulique, c'est une méthode controversée d'extraction du gaz naturel. C'est une autre industrie qui reçoit beaucoup d'investissements. JP Morgan a été très critiqué pour avoir financé des entreprises de fracturation hydraulique. Malheureusement, je suis désolé, je n'ai pas trouvé de montant correspondant à la somme investie par JP Morgan là-dedans. Mais je ferai peut-être une recherche un peu plus exhaustive. Et aussi l'extraction de pétrole en eau profonde, ce que vous mettez dans votre voiture, messieurs, dames. L'extraction de pétrole en eau profonde est une industrie risquée, mais lucrative, d'accord, qui reçoit également des investissements. Par exemple, BP. Alors BP, si jamais c'est une entreprise d'extraction britannique, a reçu des financements pour son projet de plateforme pétrolière, Deepwater Horizon, vous en avez peut-être entendu parler, qui a par la suite été impliqué dans une importante marée noire. Ok ? Les mesures prises maintenant par la finance traditionnelle pour limiter l'impact environnemental. Ouais, parce qu'on ne fait pas que saccager l'environnement, aussi on essaye quand même d'apporter notre pierre à l'édifice et de sauvegarder celui-ci. D'accord ? Je vous ai mis une belle petite image d'un grand bâtiment avec des panneaux solaires, si jamais, hein, un peu représentatif de, on va dire, des critères ESG là. Alors, bah, voilà, j'en parle d'ailleurs maintenant, et ça je pense que ça va intéresser certains d'entre vous. Donc encore une fois, ceux qui sont sur TikTok, venez sur Twitch parce que vous verrez le PDF et vous verrez les ETF notamment que j'ai listés et qui sont très rentables depuis quelques années. Alors, ce sont des investissements les investissements ESG, voilà, ce sont des investissements qui prennent en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG. Okay ? Voici quelques exemples de fonds d'investissement ESG performants. Alors je vous les mets à l'écran, je vais en parler pour ceux qui sont sur TikTok. Le First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF. Ce fonds a un rendement sur un an de 36,66% et un rendement sur 10 ans de 21,93%. Eventide Gilead N, ce fonds a un rendement sur un an de 27,91% et un rendement sur 10 ans de 21,85%. D'accord ? Praxis Growth Index One, ce fonds a un rendement sur un an de 31,88% et un rendement sur 10 ans, d'accord, de 18,83%. D'accord ? Je vous ai mis le lien juste en dessous de la page où j'ai été choper ces informations et je vais vous la montrer d'ailleurs maintenant. Hop, si j'y arrive. Hop, voilà. Donc, normalement, maintenant, je suis dessus. Je vais juste me mettre sur la page ici. Laissez-moi juste 30 secondes. Hop. Les fonds ESG ayant eu les meilleurs rendements sur 10 ans. Donc la dernière fois, si jamais c'était Alex notamment, alors je ne sais pas si c'était toujours là, mais qui me demandait en fait, si j'avais une liste de fonds à lui apporter ayant été particulièrement performants. Bah là-dessus, Alex, tu vas en trouver quelques-uns correspondant aux fonds ESG. Mais si jamais j'ai prévu une petite aparté aussi pour toi à la fin de cette vidéo. Donc voici en fait, si vous voulez, tous les fonds en fait qui sont listés ici et qui ont eu des rendements assez intéressants, dirons-nous, ces dernières années. D'accord ? Voilà, donc je vous laisserai regarder ça, comme je transmettrai le PDF à Alex ou à Théo, et je vous laisserai regarder cette page-là, c'est vraiment intéressant. D'accord ? Je vais en revenir à mon petit, du coup, PDF. C'est reparti. Hop. Alors, voilà. Donc là, j'étais dans tout ce qui était investissement dans des fonds durables. Maintenant, sachez qu'il y a aussi des obligations vertes qui sont émises, d'accord ? Ces obligations vertes, je pense aussi à une autre chose. Faites-moi penser à parler des hypothèques vertes aussi qu'il y a en Suisse. Ce sont des obligations dont les fonds levés sont destinés à financer des projets écologiques, d'accord ? Voici deux exemples.
En 2017, par exemple, en janvier 2017, l'agence France Trésor a lancé une obligation verte d'un montant de 7 milliards d'euros, au taux de 1,75% et avec une durée de 22 ans. Les fonds levés ont été destinés à financer des dépenses propres au budget de l'État en direction de la lutte contre le changement climatique, tel le récent plan solaire, ou pour l'adaptation au changement climatique, la lutte contre la pollution ou encore la protection de la biodiversité. Okay ? La Société du Grand Paris a aussi émis une obligation verte d'un montant de 1,75 milliard d'euros à échéance en 2028. Les fonds serviront à financer le développement du métro automatique dans le cadre du Grand Paris Express. D'accord ? Si vous voulez voir encore une fois où j'ai chopé cette information-là, voici le lien juste ici. D'accord ? Juste en dessous, pardon. Et la finance traditionnelle effectue aussi de l'investissement dans des biens immobiliers dits durables. Il s'agit d'investissements dans des biens immobiliers qui respectent les normes environnementales strictes. D'accord ? Le Bullitt Center, alors quelques exemples. Le Bullitt Center à Seattle, aux États-Unis. Il est souvent décrit comme le bâtiment commercial le plus vert au monde. Okay, bon, je ne vais pas aller dans le détail à chaque fois. Le One Angel Square, Manchester, au Royaume-Uni. Encore une fois, quand vous aurez le PDF à disposition, je vous invite à aller voir ces bâtiments et vous verrez en quoi ils sont éco-friendly. C'est des bâtiments actuels. Hein. Tout ce que je vous dis, c'est factuel, ça existe. Le Bullitt Center, donc à Seattle, aux États-Unis. Le One Angel Square à Manchester, Royaume-Uni. Le The Crystal à Londres, au Royaume-Uni, c'est l'un des bâtiments les plus durables au monde aussi, avec un design très intéressant qui maximise la lumière naturelle et la circulation de l'air, et qui utilise l'énergie solaire et la géothermie pour l'énergie. The Age à Amsterdam, aux Pays-Bas, et la Shanghai Tower en Chine. C'est le deuxième plus haut bâtiment du monde et il est également très écologique. The Powerhouse, alors je ne sais pas comment le dire, Trondheim en Norvège. C'est un bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme, grâce à l'utilisation de panneaux solaires et de pompes à chaleur. D'accord ? Donc voici quelques, si vous voulez, investissements qui vont à l'encontre de la pensée courante et qui, la finance traditionnelle, c'est pas seulement que de la pollution. D'accord ? Il y a aussi tout ce dont je vous ai parlé, tous les investissements qui sont faits via des fonds ESG, de Environmental Social Governance, autrement dit des fonds verts. Okay ? Et vous avez aussi, comme je vous l'ai dit, des investissements qui sont faits via des obligations, donc des entreprises ou des États qui émettent des obligations vertes. Et vous avez enfin ces exemples, si vous voulez, d'investissement immobilier durable, d'accord ? Dans de l'investissement immobilier durable. Maintenant, passons à nos petites crypto-monnaies. Alors, présentation de la crypto-monnaie et de son impact environnemental. Moi j'aime bien mes petites images générées par Midjourney, je trouve ça assez royal. Donc si vous voyez là, ceux qui sont sur TikTok, si jamais, dans mon image, j'ai d'un autre côté les serveurs, les serveurs représentant les crypto-monnaies, et puis si vous voulez au fond, la forêt toute verte, comme quoi j'ai voulu symboliser, si vous voulez, que l'un et l'autre ne sont pas, incompatibles. Okay. Alors, bon, vous le savez tous, particulièrement si vous êtes sur cette chaîne, l'impact environnemental du minage de Bitcoin. La crypto-monnaie a un impact environnemental significatif, d'accord ? Principalement à cause du processus de minage. Par exemple, le minage de Bitcoin consomme beaucoup d'électricité. Selon le Cambridge Center for Alternative Finance, le réseau Bitcoin consomme environ 121 TWh. Bon, c'est en plus entre 85, vous allez voir, et 130 TWh. D'électricité par an, ce qui est plus que des pays comme l'Argentine ou les Pays-Bas. Okay ? Émissions de CO2 du minage de Bitcoin. En outre, donc en plus si vous voulez de consommer ces 121 TWh d'électricité par an, ce minage produit également des émissions de CO2, de dioxyde de carbone. Selon une étude publiée dans la revue Nature, le minage de Bitcoin en Chine, qui représente plus de 75% du minage mondial de Bitcoin, pourrait générer environ 130 millions de tonnes de CO2 en 2024. D'accord ? Soit plus que des pays entiers comme la République tchèque ou le Qatar. Sachant que le Qatar n'est pas franchement un exemple, dirons. Hashtag Coupe du Monde, enfin bref, ça c'est un autre sujet. Quelques chiffres. Le Bitcoin, la crypto-monnaie la plus largement minée, aurait utilisé environ entre 85, c'est ce que je vous disais, et 130 TWh d'électricité, soit environ 0,38% de l'utilisation mondiale d'électricité.
et environ 218 TWh d'énergie, ce qui correspond à 0,13% de la production mondiale d'énergie au point de production. D'accord ? Cette consommation est supérieure à celle de la Belgique et de la Finlande, pour information. Et là, c'est ce que je trouve très très intéressant. Chaque transaction Bitcoin nécessite environ 1455,8 kWh d'électricité, soit la même quantité d'énergie consommée par un ménage américain moyen sur près de 50 jours. Ok ? Toujours dans les quelques chiffres, maintenant au niveau de l'Ethereum. Avant septembre 2022, l'Ethereum utilisait environ 62,77 TWh d'électricité par an. Et chaque transaction nécessitait en moyenne 163 kWh d'électricité. Cependant, depuis que Ethereum a déployé sa mise à niveau Proof of Work en septembre 2022, les exigences en matière d'énergie électrique ont chuté à 0,01 TWh par an, soit une transaction utilisant 0,03 kWh. Autrement dit, Ethereum, si vous voulez, a diminué sa consommation électrique de 99, donc 99,9%. Okay, grâce à sa mise à jour. L'impact du carbone, maintenant, avec notre petite crypto-monnaie. On estime que le réseau Bitcoin est responsable d'environ 73 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an, ce qui est équivalent aux quantités générées par le Turkménistan. D'accord ? Avant sa transition vers le Proof of Work, Ethereum produisait environ 35,4 millions de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone. Donc c'est pas non plus négligeable. Okay ? Ça, je trouve que c'est quelque chose dont on parle rarement et que j'ai tenu à souligner ici, les déchets électroniques. Comme par exemple ces tablettes, les ordinateurs, téléphones, etc., les outils de minage. L'exploitation des crypto-monnaies génère également des déchets électroniques significatifs. Le réseau Bitcoin génère environ 38... On parle du réseau Bitcoin. Juste le réseau Bitcoin. Génère environ 38 000 tonnes de déchets électroniques par an. D'accord ? Maintenant, les pays ayant le plus grand impact, la majorité de l'exploitation de Bitcoin a lieu aux États-Unis, en Chine et au Kazakhstan. D'accord ? Ces trois pays, qui dépendent fortement des combustibles fossiles, sont responsables d'environ 72% de l'exploitation mondiale de Bitcoin. Encore une fois, j'ai mis, si vous voulez, le lien internet. Donc pour ceux qui sont sur TikTok, je vous invite à aller sur Twitch pour regarder ça. Maintenant, les mesures prises par la cryptosphère pour limiter l'impact environnemental. D'accord ? Encore une fois, je vous ai symbolisé un petit Bitcoin avec, un arbre, qui grossit en son sein. J'aime beaucoup cette image, parce que je pense qu'elle symbolise l'avenir. Voilà. Donc l'une des principales façons dont les crypto-monnaies peuvent réduire leur impact environnemental est par le passage, vous le savez de toute façon, je pense que vous en parlez assez sur la chaîne, par le passage à des méthodes de validation de transactions qui sont moins gourmandes en énergie. Par exemple, ce dont je vous parlais, Ethereum a récemment fait la transition vers le Proof of Stake, la preuve d'enjeu, ce qui a conduit à une réduction, comme je vous le disais, de 99,9% de ses émissions de carbone. C'est juste énorme. D'autres méthodes de validation, il faut le savoir, telles que la preuve d'historique, la preuve de temps écoulé, la preuve de brûlure et la preuve de capacité sont également en cours de développement. D'accord ? Donc ce qui devrait d'autant plus, si vous voulez, réduire l'impact environnemental des crypto-monnaies à l'avenir. En outre, il y a un potentiel pour utiliser des sources d'énergie plus propres pour alimenter l'exploitation des crypto-monnaies. À savoir, par exemple, le Kazakhstan, qui est l'un des plus grands mineurs de Bitcoin, a des objectifs ambitieux pour l'utilisation des énergies renouvelables, visant à atteindre 50% de sa production d'électricité à partir d'énergie solaire d'ici 2030. D'accord ? Cependant, il convient de noter que ces solutions ne sont pas sans leurs propres défis. Le passage à des méthodes de validation moins énergivores, d'accord, nécessite d'importantes modifications de la conception des crypto-monnaies, ce qui peut être difficile à réaliser, surtout pour les crypto-monnaies bien établies comme Bitcoin. D'accord ? Parce que, comme vous le savez tous, le Bitcoin, c'est Proof of Work. Et donc, c'est, si vous voulez, la forme de transaction la plus énergivore
en l'état actuel. D'accord ? De même, alors que l'utilisation d'énergie renouvelable pour l'exploitation des crypto-monnaies est prometteuse, la disponibilité de ces sources d'énergie peut être limitée dans certaines régions. Donc là encore, il va falloir trouver un équilibre, si vous voulez, parce qu'on n'est pas tous sur le même pied d'égalité. Les pays ne sont pas tous sur le même pied d'égalité. Quelques chiffres. Hop. Passage au système Proof of Stakes, c'est le cas d'Ethereum qui a basculé de Proof of Work à Proof of Stake, ce qui a permis de réduire sa consommation d'énergie de 62,77 TWh par an à seulement 0,01 TWh par an. De plus, la consommation énergétique par transaction a été réduite de 163 kWh à 0,03 kWh. L'utilisation d'énergie renouvelable. Selon CoinShares Research, environ 77,6% de l'énergie utilisée pour le minage de crypto-monnaies provient de sources renouvelables. D'accord ? C'est une tendance importante car elle permet de réduire l'impact environnemental du minage de crypto-monnaies en diminuant les émissions de carbone associées à cette activité. Augmentation de l'efficacité énergique du matériel de minage. Des efforts sont en cours pour améliorer l'efficacité énergique du matériel de minage. Par exemple, un certain matériel de minage peut réduire la consommation d'énergie de 60% par rapport à une configuration standard. D'accord ? Petite conclusion maintenant. Voilà. Donc là, pour ceux qui sont encore une fois sur TikTok, si vous voulez, en fait, à la base, je voulais représenter le monde de la finance traditionnelle et celui des crypto-monnaies avançant main dans la main, d'accord, vers, si vous voulez, un impact environnemental plus faible à l'avenir. Donc voilà maintenant ce dont je parle. En ce qui concerne les crypto-monnaies, c'est un petit résumé de tout ce que je viens vous présenter. En ce qui concerne les crypto-monnaies, comme indiqué précédemment, d'accord, leur impact environnemental est principalement lié à la consommation d'énergie nécessaire pour le minage de ces monnaies. D'accord ? En particulier pour les crypto-monnaies basées sur le mécanisme de preuve de travail, Proof of Work, comme je viens de vous le dire pour le Bitcoin. Par exemple, justement, le réseau Bitcoin consomme environ entre 85 et 130 TWh d'électricité par an. Gardez ces chiffres en tête, voilà, ça vous aidera si jamais vous avez des discussions avec certains de vos proches, etc. Donc le Bitcoin consomme environ 85 à 130 TWh d'électricité par an, soit 0,38% de l'électricité mondiale. Et il émet environ 73 millions de tonnes de dioxyde par an. Okay ? De plus, le minage de Bitcoin produit environ 38 000 tonnes de déchets électroniques chaque année. En revanche, comme vous le savez, et comme je vous l'ai dit en commençant ce live, le monde de la finance traditionnelle a également un impact environnemental significatif. Une nouvelle étude a révélé que le système financier mondial, qui comprend les banques, les assureurs, etc., émet 1,8 milliard de tonnes de dioxyde de carbone chaque année, soit plus que la Russie et le Japon. Donc en comparaison, si vous voulez, avec les crypto-monnaies, il n'y a rien à voir. Okay ? Cela représente environ 4,9% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc à côté, si vous voulez, si on reprend les chiffres par exemple du Bitcoin, 0,38% de l'électricité mondiale, et là on était à... Il n'y a pas de comparaison, j'ai pas fait de comparaison en termes d'électricité, il faudra que je le refasse. Okay. Je continue. Cependant, il convient de noter que les deux systèmes ne sont pas directement comparables en termes de services et de fonctionnalités qu'ils fournissent. Okay ? Pour l'instant, d'accord. Je dis pour l'instant et je vais m'expliquer. Le système financier traditionnel gère une gamme beaucoup plus large de transactions et de services que le système de crypto-monnaies. Voilà, c'est ça la principale différence. À l'heure actuelle, les crypto-monnaies, si vous voulez, ne sont pas encore utilisées de manière massive. Il n'y a pas encore eu d'adoption de masse. Mais qu'en sera-t-il quand ce sera le cas ? C'est ça la véritable question. De plus, les crypto-monnaies ont le potentiel de réduire leur impact environnemental en passant à des mécanismes, comme je vous en ai parlé, de consensus moins énergivores, comme le prouve le passage récent d'Ethereum de la preuve de travail à la preuve d'enjeu, qui a réduit sa consommation d'énergie, comme je vous en ai parlé. Il est également important de noter que l'impact environnemental de ces deux systèmes peut changer avec le temps en raison de l'adoption de technologies plus propres et efficaces. Bah oui, plus on avance dans le temps, plus vous le savez, meilleures les technologies sont, et je pense que les crypto-monnaies ne seront pas épargnées. Donc plus ça va aller, plus ça va jouer, je pense, dans le sens des crypto-monnaies, et pas franchement dans le sens de la finance traditionnelle.
Par exemple, le secteur financier traditionnel peut réduire son empreinte carbone en passant à des sources d'énergie renouvelables pour les centres de données et en améliorant l'efficacité énergétique des systèmes informatiques. De même, l'impact environnemental des crypto-monnaies peut être réduit par l'adoption de mécanismes et de consensus moins énergivores et par l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour le minage. Voilà la petite présentation que je voulais vous faire aujourd'hui au sujet voilà, de l'impact environnemental des crypto-monnaies et de celui de la finance traditionnelle. Je trouve que ce sont des chiffres qui sont véritablement très intéressants et qui amènent à se poser des bonnes questions aussi, et vers quel monde on veut aller, tout simplement. Je pense qu'en ce qui concerne les crypto-monnaies, il faudra voir, si vous voulez, quand il y aura une adoption massive, c'est-à-dire quand la plus grande partie du monde s'en servira. Là, à ce moment-là, on pourra effectuer des comparatifs, des comparaisons avec le système de la finance traditionnelle. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, il est trop tôt, si vous voulez, pour juger l'impact environnemental des crypto-monnaies. Ça, c'est mon avis personnel. Je pense qu'il est beaucoup trop tôt. Le PDF sera dispo seulement au VIP ou en accès libre, s'il vous plaît. Alors ça, c'est à voir avec mes chers confrères. Mais je pense qu'il sera dispo... À voir. Ok, je les laisse vous répondre. Si Deadpool et voilà, Alex vient de vous répondre, accès libre. Ok. Et je n'ai aucun souci par rapport à ça. Au contraire, si ça peut, répondre à certaines questions. Bonjour, penses-tu que la création d'un ETF BTC va faire exploser le marché? Je suis partagé là-dessus. Parce que il faut faire très attention, et j'ai suivi notamment les lives, si vous voulez, de Théo et d'Alex, de Théo surtout qui parlait de ça lorsque je l'ai vu. On pouvait noter ces derniers jours qu'il y avait eu une augmentation du cours du Bitcoin du fait de cette nouvelle et de la nouvelle d'un ETF Bitcoin proposé par comment il s'appelle déjà, BlackRock. Le truc, c'est que c'est déjà arrivé, si vous voulez, dans le passé. Là, le fait que ce soit BlackRock, du coup, les marchés se sont un peu emballés, dirons-nous. Après, qu'est-ce qui va se passer si jamais cette demande est refusée? Les marchés, encore une fois, vont rechuter. À l'avenir, si c'est accepté, est-ce que ça va véritablement changer les choses? J'ai pas la boule en cristal, c'est clair. Par contre, là où je rejoins Théo, et très certainement Alex, si vous voulez, c'est que il y aura, si vous voulez, si la finance traditionnelle, accepte sur les marchés financiers un ETF Bitcoin, ça va faciliter en tout cas une adoption massive des crypto-monnaies et du Bitcoin par conséquent, pour tout le monde. Vous, moi, n'importe qui, même tout adulte à partir de 18 ans pourra investir sur les marchés financiers, sur les crypto-monnaies. Adoption massive, d'accord? Et ça, par contre, ça pourrait faire grimper en flèche, je pense, le Bitcoin et toutes les crypto-monnaies. Je pense. À voir si c'est ce qui arrivera. Merci, salut tout le monde. Merci Scro, c'est sympa. Merci pour les commentaires. Je vais arrêter là, du coup, la vidéo, l'enregistrement pour ceux qui nous suivaient, sur YouTube. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner au compte, donc à la chaîne YouTube aussi de Blockchain Capital 2023. Blockchain Capital 2023. Vous avez aussi leur serveur Discord, vous avez leur compte sur TikTok. Enfin notre compte, puisque je fais aussi partie du projet. Donc voilà, donc j'arrête l'enregistrement pour ça, et puis maintenant je vais me contenter de discuter avec vous. Allez, ciao YouTube.